Bonjour à toutes et à tous, je suis Daniel Fievé et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live du CNRS. Nous sommes ici à Caen, pardon pour le retard de ce Facebook Live parce que évidemment nous avons été pris par la tempête, par la neige, le train a mis un peu de temps à arriver, mais nous sommes arrivés à Caen dans le laboratoire Catalyse et Spectrochimie. Nous sommes en partenariat avec France 3 Normandie et on les remercie grandement de nous suivre dans cette aventure scientifique. Alors c'est le moment de partager ce Facebook Live en direct auprès de vos amis, de vos collègues sur Facebook, sur Twitter, de les inciter. Vous-même, vous pouvez nous poser vos questions et puis vous pouvez inciter vos amis à nous en poser. Toutes les personnes que je rencontrerai tout au long de ce live se feront un plaisir de vous répondre. Avant de commencer, dites-nous aussi s'il y a des problèmes de son, de retransmission de l'image, dites-le nous dans les commentaires. Et là aussi, on essaiera d'y remédier au plus vite. Enfin, avant de vous présenter le laboratoire et puis de rencontrer certains de ses protagonistes, sachez qu'à la fin de ce Facebook Live, donc 40-45 minutes environ, je vous poserai 3 questions, c'est notre quiz. Ceux qui auront la bonne réponse et qui répondront les premiers dans le même message, vous répondez aux 3 questions dans le message, eh bien, vous pourrez gagner un abonnement ou plutôt un exemplaire du carnet de sciences édité par CNRS Éditions. Et puis aussi une sorte de petit trophée confectionné par le souffleur de verre de ce laboratoire que nous allons rencontrer. Nous allons le voir à l'œuvre, le souffleur de verre de ce laboratoire, un vrai travail de précision, un savoir-faire que nous allons découvrir ensemble. Ça va faire des très belles images et vous pourrez bien sûr lui poser des questions. Mais avant cela, je rencontre Guillaume Clé, qui est le directeur adjoint de ce laboratoire Catalyse et Spectrochimie, je vais y arriver, de ce laboratoire à Caen. Sur quoi on travaille exactement ici, Guillaume Clé? Oui, bonjour. Donc au laboratoire, on est un peu spécialisé dans l'étude des catalyseurs solides et leur caractérisation par les méthodes spectroscopiques. Donc on travaille autour de 2 grands axes, la synthèse de matériaux zéolithiques, donc une classe de catalyseurs particuliers, et la caractérisation au plus près des conditions de la réaction. Donc en jouant sur les températures, les pressions, etc. Voilà, donc c'est une unité mixte du CNRS, de l'ENSI Caen et de l'Université de Caen, dans lequel travaillent 15 chercheurs et enseignants-chercheurs, et puis des ingénieurs, personnel technique et administratif, et puis aussi évidemment des doctorants, des post-doctorants. Et un souffleur de verre. Et un souffleur de verre, c'est-à-dire que dans toute cette équipe, alors on va rencontrer tout à l'heure un ingénieur aussi de recherche qui va nous expliquer un peu dans le détail une des activités de recherche du laboratoire. Souffleur de verre scientifique, c'est un métier rare. Le CNRS, je crois, on a une dizaine dans ces laboratoires. À quoi il vous sert exactement ce souffleur de verre? Alors effectivement, on a beaucoup de chance d'avoir un souffleur de verre ici. Il est partagé, il travaille, enfin son temps est partagé avec le laboratoire d'à côté aussi, le laboratoire de chimie organique, le LCMT. Pour ce qui concerne le LCS, en fait, comme je vous disais, donc un des objets d'étude, c'est la caractérisation des catalyseurs en conditions de fonctionnement, et il s'est avéré que au fur et à mesure des années, on a développé pas mal de cellules en verre qui permettaient de travailler justement sur des gammes assez variables, et le verre avait l'avantage d'être inerte chimiquement aussi, suffisamment en tout cas pour nous, d'être modulable, et donc avoir un souffleur de verre dans le laboratoire, ça nous permet aussi, ça lui permet à la fois de concevoir et de modifier les cellules qu'on utilise quotidiennement, que les chercheurs et étudiants utilisent quotidiennement. Alors nous sommes dans l'atelier de ce souffleur de verre, il est pas loin, d'ailleurs il shoot dans une poubelle. Je vous remercie Guillaume Clé de nous avoir présenté votre laboratoire et on va faire connaissance avec... Je vous remercie. Merci à vous. Et on va faire connaissance avec ce souffleur de verre, il est juste là derrière nous, Adrien Lanel. Oui, bonjour. Bonjour, bien le bonjour. Alors on s'est déjà rencontré avant, Oui, on va se tout à fait, tutoyer ouais. puisqu'on a sympathisé. On est dans ton antre ici. Tout à fait, oui, on est donc à l'atelier de la verrerie, oui, donc, où je travaille, où on développe un petit peu avec les chercheurs aussi, on réfléchit ensemble sur un petit peu les propositions que je peux leur faire et si voir ça marche ensuite ou pas. Et tout ça, quoi. Donc c'est ici donc qu'on travaille. Ouais. Alors par exemple, là, ça c'est les dégâts qu'ont fait les chercheurs, c'est ça? Tout à fait. Alors là, c'est des lots de verrerie qu'on m'apporte petit à petit. Donc là, on peut voir. Alors là, ça c'est de la verrerie très très basique, de la verrerie industrielle. Et donc là, je vais venir la couper, refaire un petit col, et puis on va pouvoir du coup la réutiliser si vous voulez, plutôt que de l'acheter, puisque là en plus c'est coupant.
Et donc moi, après, je la refaçonne et donc on peut la réutiliser sans problème. Mais alors, on l'a dit, il y a une dizaine de souffleurs de verre en tout dans les laboratoires du CNRS qui sont évidemment bien plus nombreux. Donc, dans un laboratoire, habituellement, quand on n'a pas la chance d'avoir un souffleur de verre attitré, comment on fait? Eh bien, en fait, les chercheurs appellent directement des entreprises privées qui sont spécialisées dans le domaine du soufflage de verre scientifique, où il y a des souffleurs de verre scientifiques dans l'entreprise. Donc, c'est très souvent des toutes petites PME, donc même des TPE, si vous voulez. Et donc, en fait, ils fabriquent ensuite ces verreries. Et donc, moi-même, je sors même d'une entreprise dans la région de Rouen qui fabriquait surtout pour la pétrochimie, en fait, et faisait de la réparation aussi. Et donc, je suis arrivé ici maintenant il y a 2 ans après un concours. Et donc maintenant, je vois un petit peu plus, on va dire, le déroulé complet de la verrerie et de l'utilisation. Vraiment, là, le chercheur vient me voir, donc soit pour de la réparation assez basique, soit pour du développement d'une pièce, d'un prototype. Et donc là, derrière, on voit ensemble tous les petits aléas qu'il peut y avoir. Et ensuite, derrière, l'utilisation. C'est ça, c'est un travail de conception. À chaque expérience, il faut parfois de nouveaux outils. Alors, on a sur le tableau l'exemple de schéma que vous réalisez avec ces chercheurs. Alors, en fait, si vous voulez, j'aime bien comprendre un petit peu ce qu'ils veulent. Parce qu'au début, je ne suis pas du tout chimiste ou physicien ou autre. Et je leur demande, expliquez-moi. Donc, on fait des croquis ensemble. On discute, alors des fois ça peut prendre 5 minutes, comme des fois 30 si c'est vraiment un gros projet. Alors Léa, on peut voir à quoi ressemble ce genre de schéma réalisé avec les chercheurs. Et ensuite, en fait, ça c'est pour vraiment du développement et pour moi fabriquer la pièce, j'ai besoin de dimensions précises avec quand même des petites tolérances. Et donc ça c'est ce qu'on appelle des dessins industriels. Donc c'est vraiment des dessins industriels à l'ancienne, faits à la main, que j'ai appris à l'école. Alors on va faire connaissance avec ton travail. Il y a sur la table ton matériel et rien de mieux qu'une démonstration. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme ça en 15 minutes? Eh bien là, je vais vous faire tout simplement un tricol. Donc un tricol, c'est une pièce, c'est si vous voulez ce qu'on appelle un ballon, donc une boule en verre avec un rodage, donc je vais vous expliquer un petit peu après, et avec 2 sorties. Et ça sert pour les chimistes, donc surtout là c'est pour on a un exemple, tu as un tricol à portée de main pour qu'on puisse se rendre compte ce que c'est qu'un rodage avec 2 sorties. C'est cette pièce-ci. Ah, voilà, on voit tout de suite mieux. Voilà. Donc là, si vous voulez, donc ça existe industriellement, si vous voulez, mais là, pour des soucis économiques et aussi pour de la rapidité, puisqu'ils en auront besoin assez rapidement, là, je vais directement le faire. Donc il y a plusieurs types de rodages avec des dimensions différentes qui sont normalisées. Donc les rodages, ce sont les embouchures, là, ces petites parties au-dessus. Ces parties ici, qui sont rodées, qui ont une conicité précise et qui ensuite, en fait, servent à assembler des pièces. Bon, alors, allons-y, installe-toi à ton atelier. Tu pars de quoi pour arriver à ce tricol? Alors, si vous voulez, voilà. Hop. J'achète ce type de système de liaison, donc des rodages. Donc ça aujourd'hui, ça se fabrique principalement en Allemagne. Malheureusement, en France, la société a fermé, mais donc les Allemands font de la très très bonne qualité. Donc on achète ça. Et en fait, je vais venir fondre tout le tube. Oui, le tube, il est ouvert. Ici, là, on part de quelque chose qui est quand même assez différent. Tout à fait. Et ça va prendre cette forme-là de ballon fermé. Tout à fait. Ensuite, en fait, en le fondant, donc on fond le verre à 1200 degrés environ. Et en le soufflant, si vous voulez, on va donner une forme. Et après, donc, il faut respecter des diamètres, forcément des dimensions, pour avoir la bonne contenance, si vous voulez, à l'intérieur. Donc là, ça va être un ballon de 100 ml, par exemple. D'accord. Donc c'est à peu près ça. Voilà. On y va? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Allez. Alors, par contre, est-ce que je peux me mettre, moi? Alors, Léa, pour ne pas vous déranger, plutôt en face? Je pense peut-être plutôt en face, ce sera un peu plus visuel pour toi et puis plus simple. Si ça te dérange pas. Hop. Alors, par contre, il te faudrait peut-être le filtre pour les lunettes. Ah, il va nous falloir je vais aller chercher le filtre des lunettes. Là, ça marche plus. Normalement, c'est reparti. Ah. Qu'on dise le contraire. Alors. D'accord. Suspense. Suspense, on ne sait pas si on est encore à l'antenne ou si on doit continuer de parler ou pas. Sommes-nous à l'antenne? N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire. Oui.
sur Internet? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ou est-ce que nous sommes encore en contact avec vous? D'ailleurs, les questions, on les prend, hein. J'en vois déjà qui arrivent. On est à l'antenne, Léa, ou pas? A priori, nous sommes à l'antenne. Nous allons faire comme si. Alors, à quoi ça sert? En fait, donc, c'est des très vieilles lunettes, hein, mais les verres en fait protègent les rayons de la flamme. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, je travaille avec un chalumeau, comme je disais, à 1200 degrés, et la flamme crée des rayons infrarouges, des rayons UV, qui sont pas spécialement recommandés pour les yeux, surtout à long terme. Donc, c'est surtout pour protéger ce genre de choses-là. Et c'est aussi pour pouvoir bien travailler. Puisqu'en fait, quand on fond le verre, il y a on crée une raie de sodium, ce qu'on appelle. Donc, quand on fond le verre, donc il y a de la soude dans le verre. Et ça fait une flamme, si vous voulez, une boule de feu, si vous voulez, un petit peu autour de la pièce. Et ça éblouit. Donc, on ne voit pas la fonte du verre. On va le voir. Alors, Ouais, tout à fait. allons-y. Faisons-le. On remet à Léa un verre qu'elle pourra mettre devant son objectif. Moi, je vais mettre, alors, c'est... Hop. C'est des lunettes old school, mais qui sont efficaces. Moi aussi, je mets les lunettes. Old school mais efficace. Léa, est-ce que tu veux que je montre que toi aussi tu es équipée? Hop, J'ai pas d'aussi belles lunettes que. voilà, même Léa se protège. Qu'est-ce qu'on craint? Alors concrètement, si on ne mettait pas ces lunettes, Oui. à terme, on risque de devenir aveugle en faisant ce métier Alors, sans mettre ses lunettes? On va avoir une très grosse cataracte à 40 ans, par exemple. Ouais. Pour les souffleurs de verre, en fait, ils font ça toute la journée. Mhm. Et puis bon, bah, c'est pas spécialement recommandé, quoi, tout simplement. Hein. Et comme je vous disais aussi, il y a vraiment la deuxième utilité qui est très importante pour nous, c'est travailler. Pour travailler. Mhm. Parce qu'en fait, On voit mieux. c'est lié à la couleur du Ouais. verre qu'on sait sa température et comment il va réagir. Eh oui. On va voir. Parce C'est- qu'en fonction de la couleur, la température, la couleur n'est pas la même selon la Tout à fait, couleur. Tout à fait, tout à fait. Alors allons-y. Donc là, vous voyez, Mettons le feu. on a. Non, quand même pas. Mais Ah. vous voyez, c'est un métier, on va dire, comme à l'ancienne. C'est-à-dire que. Ça va faire du bruit. Hop. C'est-à-dire qu'en fait, il existe quelques outils, mais principalement on se fait des outils en verre. Donc là, par exemple, on voit, c'est ce qu'on appelle un manchon en verre. Ouais. Donc ici, c'est un tuyau avec lequel je suis raccordé ici. Une petite tournette qui tourne dans le vide. Mhm. Et en fait, je peux souffler à l'intérieur. Et souffler va me permettre de donner les formes dont j'ai besoin, en fait. Mhm. Mhm. Donc là, le verre, on le préchauffe un petit peu, puisque si on irait directement comme ça, on créerait des chocs thermiques. Donc il faut y aller progressivement. Donc là, petit à petit. Au niveau son, ça va ou... Ça a l'air d'aller. Et alors là, on joue sur la quantité de gaz envoyé. Là, on a vu la flamme changer de couleur. Tout à fait. En fait, là, je travaille ici avec du gaz naturel et de l'oxygène. Donc tout au début, on y met du gaz naturel. Ouais. Et ensuite, on mélange avec de l'oxygène pour vraiment qu'il y ait assez de chaleur. Il faut que la flamme soit vraiment chaude. Alors, on peut faire un exercice, Léa. Ouais. Si on enlève Si vous les enlevez lunettes, tout de suite, on voit Voilà. l'éblouissement Tout à dont fait. tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et ça, vraiment, ce qui est significatif, c'est la raie de sodium. Ouais. La raie de sodium, c'est l'espèce de boule autour, si vous voulez. Ouais. Et ça, c'est pas très bon. Voilà. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on utilise. D'où l'intérêt d'avoir les lunettes. Voilà. On y voit Et beaucoup là- plus clair et en plus, on se protège les yeux. Et là, vraiment, on voit la fonte du verre. Et, oui, et on voit que l'extrémité du tube s'est refermée là en fondant. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le verre, là, si vous voulez, par son propre poids et par la gravité, Ouais. il se referme tout seul. D'accord. Toujours. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de souffle. Parce que sinon, bah, en fait, on créerait constamment de ce qu'on appelle de la baguette pleine, en fait, si vous voulez, du verre plein. Ouais. Sauf que là, ça nous intéresse pas. Donc là, ce que j'ai fait, je fais ça, c'est juste pour pouvoir essouder ce qu'on appelle un pontile. Donc, Un quoi Un pontile, pardon. Déjà, si ça jargonne et en plus avec le tuyau dans la bouche, on a du mal. C'est ce qu'on appelle un pontile, donc c'est pour avoir un maintien de la main droite. Pour D'accord. pouvoir tourner. Donc là, en fait, vous allez le voir. Je vous explique un tout petit peu avant, parce que c'est pas des fois forcément facile avec ça dans la bouche. de vous Bah oui, parler. évidemment. Là, c'est. Et là, en fait, il faut vraiment que les deux mains tournent en même temps. Ouais. Pas forcément rapidement, c'est pas le plus important, mais surtout régulièrement. D'accord. Et tout ça, c'est contrôlé par les yeux. À l'œil, on voit ce qu'on a besoin de faire. On tourne un peu plus vite, on incline, on souffle. Tout ça, c'est grâce aux yeux, en fait. Et donc là, je vais rapprocher. Et je fais ce qu'on appelle masser, en fait. Je vais rapprocher le verre, lui donner de l'épaisseur, D'accord. et ensuite le souffler complètement. D'accord. Donc masser le verre, c'est le rendre plus compact, plus dense, quoi, pas le Tout à fait. rapprocher. C'est le verre. c'est vraiment lui donner de l'épaisseur. Ok.
C'est un petit jargon, on va dire, entre souffleurs de verre. Oh, ouais, bon, on apprend à votre contact. C'est beaucoup de temps d'apprentissage pour faire ce métier. Actuellement, maintenant, la formation est sur 3 ans. Ouais. Donc, il n'y a qu'une seule formation en France. Il n'y a qu'un seul lycée en France. Une seule formation. Oui, tout à fait. Dans le domaine scientifique. Et ça se passe au lycée d'Orient à Paris, dans le 11e arrondissement. Et pendant 3 ans, donc c'est un CAP, un bac professionnel. Ouais. Et ensuite, après, il n'y a pas de continuité d'études. Donc Ouais. on doit rentrer sur le marché du travail et être formé via les anciens en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à faire certaines choses. D'accord. Donc vous, quand vous avez commencé, ce n'était pas forcément à but scientifique les premières réalisations? Si, tout à fait. D'accord. Je m'étais spécialisé dans le domaine scientifique tout de suite. Alors je vous fais parler alors que vous êtes censé être en train de commencer à souffler là, c'est ça? Là en fait, petit à petit, alors si je parle, ça souffle. Ah d'accord, donc en Mais, fait oui, c'est malgré vous, vous soufflez déjà un peu. Exactement. Mais là en fait, petit à petit, ma main droite va se rapprocher de ma main gauche. Et c'est comme ça que là on lâche le verre. Donc vous voyez là, par exemple, si je lâche, hop, Ah oui, le verre est complètement tout est souple. visqueux si vous voulez. Donc il faut. Vous voyez, mes deux mains sont constamment en perpétuelle rotation. C'est d'une précision. Et il faut que ce soit régulier. Si la main droite tourne plus vite que la main gauche, le verre vrille par exemple. Alors le verre vrille, oui, on voit une sorte de torsade dans le verre. Hein, Légèrement, voilà. Ouais. Si c'est torsade fait infime. régulièrement, il n'y a pas de problème. Sinon, en fait, c'est ce qu'on appelle casser les épaisseurs. Et là, ça crée des défauts. Alors le verre, on le voit, il est rougeois, là il est à quelle température le verre que Là, il vous est à avez sous la 1200 flamme? là, il est à 1200 degrés. Là, 1200 degrés. Ouais. Et vous travaillez sans gants, ça c'est normal ou c'est votre... Tout à fait, c'est complètement normal. D'accord. En fait, on ne peut pas travailler avec des gants parce que sinon on n'aurait pas la sensation du toucher. Et donc on ne contrôlerait pas ce qu'on voudrait, si vous voulez. Donc là, mes mains sont à une bonne dizaine de centimètres de la flamme et je ne ressens presque pas la chaleur. Ouais. Donc là, ça va. Si je commence à m'approcher dans les 5 centimètres, ça va commencer à être très chaud. Donc là, vous voyez, là, je vais refondre vraiment Ouais. tout le ballon. Alors vous avez une taille de ballon en tête bien précise et vous faites ça à l'œil et évidemment au souffle, hein, puisqu'il faut donner la bonne quantité d'air pour donner la bonne taille au ballon. Tout à fait, là en fait, je lui donne sa taille à l'œil environ. Donc Ouais. là, je sais que je suis un petit peu petit. Ouais. Je le vois à l'œil, mais je vais le contrôler au pied à coulisses. Mais alors, je vais juste arracher ça. Hop, ça, j'en ai plus besoin. On enlève le Voilà. pontil, c'est ça? Voilà, on enlève le pontil, tout à fait. Et en fait, donc on contrôle ensuite avec un pied à coulisses. Ouais. Mais on ne peut pas contrôler pendant, si vous voulez, puisque sinon, on va créer des impacts sur le verre et, Eh oui. et ça va créer des défauts. Ouais. Donc là, je vois bien ce que je vous avais dit, je suis un petit peu court, hein. Je suis un peu petit. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien, parce qu'en fait, là, j'ai beaucoup d'épaisseur au cul du ballon, ce qu'on appelle, D'accord. c'est le fond du ballon. Je vais refondre tout ça. Je vais enlever un tout petit peu la trace de soudure. Donc là, je vais enlever ça. Hop. Tac. Et en fait, je vais le refondre complètement. Ce que j'aime bien faire, c'est laisser quand même de l'épaisseur au cul du ballon. Puisque les chercheurs, enfin surtout la personne qui me l'a demandé, est assez brute, on va dire. Donc le verre, malgré tout, c'est un très très bon matériau, mais comme tout le monde le sait, ça peut casser. Donc là, comme ça, il sera bien solide. Ah oui, là vous faites du sur-mesure. En fonction du côté plus ou moins délicat du chercheur, on culotte Ça arrive. le ballon différemment. Tout à fait, en fait, si vous voulez, chaque pièce est vraiment unique. Et donc elles peuvent se ressembler, bien sûr. Mais ici, on fait vraiment à la demande, vraiment ce qu'ils ont besoin. Donc là, je vais juste refondre un petit peu le bout. Hop. Donc là, ce que je vous montre là, c'est quand même une pièce, on va dire, assez basique. Hein. Mais là, ça va prendre à peine un quart d'heure, je pense. Mais des fois, il y a des pièces où vraiment on peut rester des heures dessus, des heures de montage dessus. Et pendant ce temps-là, en fait, on ne peut pas s'arrêter. Ouais. Parce que le verre, si on s'arrête, il casse. Ouais. D'ailleurs, Odile vous demande, vu qu'elle entend hein, le bruit comme nous tous,
Cela fait du bruit à longueur de journée. Est-ce qu'habituellement vous mettez un casque? Alors tout à fait, là je les ai pas mis pour bien vous entendre, mais j'ai des bouchons d'oreilles moulés à mes oreilles. Ah oui, d'accord. Et ça réduit à peu près 30% du bruit. Donc après c'est beaucoup plus supportable, ouais, bien sûr. Et c'est même, je dirais, presque obligatoire, hein, Ouais. pour préserver ses oreilles. C'est ça. Donc là, je suis en train de reprendre tout le ballon, là, c'est bientôt fini. Pour le faire grandir un peu alors. Voilà, légèrement, je l'ai bien arrondi. Là, Ouais. hop, on attend un petit peu, donc vous voyez, il faut un petit peu contrôler la masse. Ouais. Faut souffler fort. Alors non, pas forcément, c'est souvent une idée reçue, mais il faut souffler en fait plus ou moins régulièrement. C'est Ah surtout ça qui est important. Ouais. Et là, je dois être à 64,5 à peine, donc là c'est parfait. Là c'est vraiment un ballon de 100 millilitres. Là je sais qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Donc là ce que je fais, Ouais. vous voyez, j'ai enlevé un petit peu d'oxygène. Je lui remets un petit peu de température. C'est pas forcément trop nécessaire des fois parce que là je vais venir faire une soudure. Mais j'aime bien. Ça lui permet en fait d'être régulier dans sa température avant de venir faire une soudure. Il faut savoir qu'en fait quand on fond le verre comme ça, on a tendance à l'agresser, on le stresse à l'intérieur Ouais. et on lui crée des tensions. Ces tensions-là, donc elles peuvent être plus ou moins fortes. Et si on ne fait pas une recuisson, le verre peut casser tout seul. Donc en fait, tous les D'accord. soirs, donc là je fais toutes les pièces, on recuit quand même à la flamme pour pas qu'elle casse entre Ouais. les deux. Et ce soir, en fait, je vais monter un four de recuisson. Ouais. Et donc ce four-là, on va le monter à 560 degrés de température et ça va recuire le D'accord. Pyrex, donc ce verre-là que j'utilise principalement. Homogénéiser pour qu'il n'y ait plus de tension dans le verre et donc autant Tout à de, fait. de risques de casse. Tout à fait, tout à fait. Et ouais. Alors il est juste à côté, hein, le four de Oui, oui, recuisson. voilà, Hein. tout à fait, Il est dans votre atelier. Donc celui-ci, il est assez grand quand même, c'est un très grand four, c'est pour mettre, on va dire, des très grandes pièces, donc ça m'arrive de faire des rampes à vide, ce qu'on appelle, donc pour faire le vide dans les pièces, qui sont utiles pour les chercheurs, et des rampes qui font des fois plus d'1 mètre. Donc c'est pour ça que, il y en a une d'ailleurs dans le four qui est un peu plus petite. Et, donc comme je vous disais, pour ce verre-là, qu'on appelle communément Pyrex, c'est un verre qu'on utilise aussi dans les cuisines. Les plats en cuisine sont faits de ce même verre-là. Ouais. J'ai plusieurs questions. Alors il y a Cassandre, 10 ans. Cassandre, Ouais. on a un jeune public qui demande si le verre est un solide ou un liquide. Eh bien, c'est aucun des deux. Alors En fait, c'est c'est quoi une alors? matière qui est amorphe, qui Ouais. dit amorphe. C'est à la fois un semi-solide, on va dire. Il est plus solide que liquide, si vous voulez, mais malgré tout, il reste toujours très légèrement visqueux. Mhm. On peut voir quelque chose, par exemple, c'est sur les vitraux. Il y a des très vieilles églises qui ont plus de 300-400 ans. Et des vitraux, et ben en fait, le verre a légèrement coulé. Et donc l'épaisseur du bas du vitrail est plus épaisse, est devenue plus épaisse. Et le haut beaucoup moins épaisse. Eh oui. Et en fait, alors c'est grâce aussi au soleil, un peu de la chaleur, etc. Mais vraiment, c'est une matière qui est amorphe. C'est pour ça qu'on dit amorphe. Mhm. Donc il y a plusieurs matières comme ça qui sont amorphes. Je saurais vous dire les autres lesquelles. mais non, c'est plus quand même solide malgré tout. Véro vous demande, est-ce qu'on peut faire de la verrerie de précision de cette manière? C'est vrai qu'on a l'impression, pardonnez, hein, mais un peu de pifométrie, hein, vous faites ça un peu au jugé, à l'œil. Alors Tout à fait. voilà, est-ce qu'on peut faire de la verrerie avec précision ou est-ce que c'est plutôt pour des pièces qui n'ont pas besoin de graduation, contenance très précise? Et non, justement, alors là, c'est une pièce, si vous voulez, c'est une contenance, on va dire, approximative. Ouais. Je sais qu'elle a besoin d'environ à peu près 70 ml à l'intérieur, donc je lui fais un ballon de 100 ml. Je sais que là, à l'intérieur, il pourrait y avoir 100 ml. Mhm. Mais, je vous avoue que j'ai déjà fait des pièces au dixième de millimètre près. Ah oui. Donc, par exemple, où je travaillais, par exemple, avant dans le privé, il y avait des pièces avec des lectures laser, et sur cette lecture laser, il fallait aucune déformation, avec des tolérances, avec des cotes à 5 dixièmes de tolérance. Mhm. Et tout, malgré tout, essoufflé comme là je vous ai fait, un petit peu à l'œil si vous voulez, mais l'œil, vraiment, on acquiert, on va dire, presque un pied à coulisses dans l'œil, Mhm. et ensuite on contrôle toujours, et si on est bon, si on n'est pas bon, si on n'est pas bon, forcément on retravaille Ouais. le verre pour qu'il soit bon. Une idée de Jérôme, n'existe-t-il pas des cales standards pour vérifier le diamètre du ballon au lieu d'utiliser le pied à coulisses?
Tout le monde est impressionné par cette façon de mesurer comme ça au débeauté. Ça s'acquiert avec le temps, mais si vous voulez, oui, alors ça, on pourrait se faire des gabarits si vous voulez. Là, sincèrement, pour moi, j'ai pas des grosses cadences à tenir. En fait, au CNRS, ce qu'on nous demande surtout, c'est de faire de la qualité. Ouais. Vraiment de la qualité, que ça fonctionne et que les chercheurs arrivent à trouver derrière. D'accord. On ne demande pas réellement une cadence derrière, comme par exemple il pourrait arriver dans le privé, ce qui est normal aussi, puisque les entreprises doivent fonctionner. Mais oui, dans certaines entreprises, il existe des cales et des choses comme ça, oui, bien sûr. Alors, je rappelle que nous nous sommes fixés comme objectif de faire, je me suis arrêté, faire ceci. Je me suis arrêté entre deux parce que... Bah oui, parce que je vous fais parler. Je vous répondais. Mais du coup, on va peut-être faire une seule des deux embouchures. Là, je m'y mets. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un bicol. Donc c'est 1 et 2 cols. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Donc là, je vais faire le trou. Alors Léa, est-ce que tu arrives à... Ah ça c'est superbe. Le trou Donc là, s'est formé en 2 secondes. Je viens souffler en même temps, tirer le verre pour l'amincir. Et là, la deuxième fois, je vais l'éclater pour pouvoir faire un trou. Tac. On a entendu le petit poc Donc là, de l'air qui s'est échappé. Ça a plopé. Il faut, pareil, ici, en fait, c'est un petit peu à l'œil, mais voir ne pas faire un trop gros trou par rapport à ma préparation que j'ai faite. Et là encore, c'est à l'œil. Alors, là, je vais légèrement l'agrandir, mais à l'œil, oui, tout à fait. Alors, vous utilisez quoi comme outil, là? Alors ça, en fait, alors je vais garder un petit peu la pièce au chaud, parce que le verre n'apprécie pas la redescente brusque en température. Ah oui. Mais donc ça, c'est du graphite. Donc c'est une matière qui est vraiment idéale pour nous. Donc tous nos outils sont un petit peu presque en graphite, donc là, des palettes, des choses comme ça. C'est une matière qui est vraiment super, puisqu'en fait, sur le verre, elle accroche pas, elle glisse. Ouais. Donc en fait, on a juste besoin de juste légèrement l'appliquer et on peut lui donner la forme qu'on veut. Et en plus, c'est une matière qui est plus ou moins réfractaire, donc qui emmagasine la chaleur sans problème. Donc c'est vraiment le matériel, le matériau idéal pour nous, quoi. Et en plus, par exemple, si on utiliserait des outils en métaux ou quoi, ça déposerait des oxydes métalliques sur le verre, puisque ça accrocherait et ça colorerait le verre. En fait, le verre de couleur, il faut savoir que c'est en fait des oxydes métalliques qu'on a mélangés au verre, transparent, et ça a du coup colorisé le verre. D'accord. Et il faut savoir qu'en fait, ça je ne vous l'ai pas dit encore, le Pyrex, dont le verre principal que j'utilise, il y a à peu près 80% de silice à l'intérieur. La silice, c'est ce qu'on trouve, communément, souvent on dit le verre c'est du sable. En fait, dans le sable, il existe des toutes petites particules transparentes qui brillent au soleil, c'est de la silice. Donc on prend 80% de silice et on fabrique ce verre-là. Et je travaille aussi le quartz, et le quartz, lui, c'est quasiment 100% de silice, quand il est le plus pur possible. D'accord. Donc le composé principal, c'est de la silice. Tout à fait, oui. C'est le vitrifiant principal. En même temps que vous nous parlez, tel un virtuose, vous faites tourner autour de vous les différentes buses qui vous permettent d'avoir des flammes de différentes formes, de différentes intensités. En fait, là, on peut voir, donc c'est des chalumeaux spécifiques pour les verriers. Ouais. Il n'y a que nous qui utilisons ça. Donc c'est des chalumeaux qui sont anciens, mais qui tiennent le coup, on va dire. Et donc à barillet, donc on peut tourner. Et on utilise des buses différentes. Donc maintenant, ça devient naturel, mais selon ce qu'on a à faire, on sait quelle buse sélectionner. Ah oui. Donc là, par exemple, j'ai besoin de chauffer assez large, mais finement. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle un peigne. Donc chacun a ses techniques, si vous voulez. Tout le monde ne ferait pas forcément comme ça. Moi, c'est une technique, vraiment c'est une technique de tour. Mais moi, j'aime bien pour la table, c'est assez pratique. Donc là, il faut savoir que pour souder le verre, il faut que les deux parties soient vraiment à la même température. Et qui dit la même température, dit la même couleur. Donc en fait, il faut vraiment, c'est pour ça que je vous disais que ça se fait à l'œil. Les yeux sont vraiment extrêmement importants. Là, vraiment, on chauffe bien les deux et paf. Faut pas trembler. On colle. Non, là, vous m'excusez, je tremble légèrement parce que j'ai pas l'habitude du micro et de la caméra. Exactement, vous avez tout compris. Mais donc là, voilà, on colle. Donc ce qu'on appelle un collage. Si mon manchon vient s'enlever. Et après, en fait, je vais revenir avec une autre buse, beaucoup plus petite, pour vraiment reprendre finement la soudure, pour bien la fondre.
que c'est extrêmement important pour le Pyrex. Si on fond mal le Pyrex, en fait, ça crée des angles. Et un angle, le Pyrex ne l'accepte pas. Donc c'est-à-dire que s'il y a un angle, ça casse. Clairement. Donc là, je vais vous le faire sans souffler. Mais il existe aussi d'autres méthodes, des méthodes en soufflant pour dégager la soudure. Donc là, moi, j'utilise des outils. Et vous voyez, j'incline, je lève petit à petit, c'est vraiment pour faire couler le verre en fait. Et l'amener là où je le veux. Donc là, hop, on attend un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai mis un petit coup à l'intérieur pour vraiment lui redonner sa forme de tube principal. Donc là, je vais retourner la pièce. C'est superbe. Quand on pense à ce dont on est parti, et on en est déjà à quelque chose qui ressemble vraiment au ballon dont vous parliez il y a une dizaine de minutes. Ouais. C'est relativement rapide, mais on imagine qu'il faut savoir le faire. Là, je prends encore mon temps, parce qu'il faut savoir qu'en entreprise, on a des cadences bien plus élevées que ça. Mais oui, après, ça dépend vraiment de la complexité de la pièce, si vous voulez. Comme je vous disais, là, voilà, ça va prendre un quart d'heure. Bon, on parle en même temps, donc des fois, c'est pas forcément simple, mais pour le coup, sinon, oui, en moins d'un quart d'heure, un tricol, c'est fait, quoi. Hop. J'en profite pour regarder s'il y a de nouvelles questions. Oui. Sébastien nous signale qu'il existe aussi une autre formation récente via l'apprentissage du CERFAV, Recherche et Formation Verre, Glass Center. Donc ça ferait 2 formations. J'en ai entendu parler il y a peu, alors je ne sais pas encore si elle est vraiment active. J'ai entendu parce qu'il faut savoir qu'en fait le soufflage de verre, on est au maximum, je pense à peu près 250 en France, privé, public réunis. Et c'est une grande famille, tout le monde se connaît. Et tout le monde se parle. Et j'en ai entendu parler, mais vraiment une formation réelle, si vous voulez, de soufflage de verre, pour le moment, c'est vraiment le lycée d'Orient. D'accord. Où là, c'est vraiment BEP, Bac Pro, avec des stages en entreprise, ou ici, où je prends des stagiaires. Et Mireille demande quels sont les débouchés concrets. C'est vrai que votre métier a l'air passionnant, mais vous êtes une dizaine en France, hein, donc on imagine qu'il faut d'autres débouchés. On est une dizaine, oui, au CNRS en France. Il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine de jeunes qui rentrent tous les ans au lycée d'Orient pour faire la formation. Depuis plus de 15 ans, ils ont tous un travail à la sortie de l'école. D'accord. Il y a juste une chose qu'il faut se mettre dans la tête, on va dire, quand on rentre à la formation, c'est qu'il faut être amené à bouger. Ouais. J'ai par exemple un ami, je pense à David, qui est en Angleterre, à Cambridge. J'ai des amis qui sont sur Paris, mais qui d'autres sont à Lyon, Bordeaux. Donc vraiment, j'ai aussi mon frère, par exemple, qui est à Rouen, qui lui est aussi souffleur de verre, et c'est lui qui aussi scientifique. Tout à fait, qui m'a donné la passion. C'est une histoire de famille alors, d'accord. Oui, via mon frère. Mon papa aurait voulu à l'époque, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas autant de moyens de communication à l'époque, et aussi de moyens économiques. Mes parents sont aussi une grande famille. Et donc il nous a quand même transmis ça. On avait vu un souffleur de verre gamin qui faisait des choses comme ça, donc ça nous avait passionnés. Et puis il a monté un atelier chez mes parents quand moi j'étais encore au collège. D'accord. Et puis en rentrant du collège, on bidouille un petit peu. C'est un rêve de gosse quoi. Vous êtes vraiment... Oui, je vous avoue que c'est... Ce qui est hyper important pour faire ce métier-là, c'est la patience et la passion. C'est la règle des 2 P, ce que j'aime bien dire, c'est que vraiment, c'est le maître mot. Et si on a ça, après ça roule tout seul. Alors il va falloir qu'on poursuive la visite. Alors on va pas mettre le 3e col à notre, à notre ballon. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, je suis venu autour pour recuire la flamme. Parce qu'il y avait des tensions là en fait. Toujours pour enlever les tensions. Là j'ai enlevé les tensions. Et comme ça la pièce est stabilisée pour tout de suite. Et ensuite, elle passera au four pour vraiment être sécurisée. Donc voilà la pièce. Jérôme vous demande j'ai perdu la question. Quelle est la pièce la plus compliquée que vous ayez eu à fabriquer? On veut un record. La plus complexe ou le plus gros challenge? Parce que en fait,
pendant que vous cherchez, je monte. Alors, c'est Ouais. peut-être pas la plus compliquée, mais en Non, tout cas, non, vous non, l'avez non, fait ça, c'est pas plus spécialement pour nous. C'est le petit C'est un trophée, petit en quelque trophée, sorte, ouais. hein, pour les 80 ans du CNRS. Et les personnes qui répondront aux 3 questions que nous poserons à la fin de ce quiz et qui répondront correctement, remporteront, parce que vous en avez fait 3 de Voilà, ces oui, petits tout à trophées, fait, ouais. remporteront cette œuvre que vous avez fabriquée. Un petit même- réfrigérant pour le petit clin d'œil de la chimie. Excusez-moi, je vais... Oui, non, mais réfrigérants, donc gagneront cette petite structure faite spécialement pour nous, en plus de l'exemplaire de carnet de sciences. Alors, Sinon, la pièce la plus difficile. La pièce la plus complexe, pour vous dire ici, depuis que Ouais. je suis ici par exemple, mais j'en ai fait des plus complexes Ah, avant. pardon. On va légèrement se déplacer, on va aller voir une pièce qui est juste Tiens. là-bas. Merci. Hop. La pièce la plus complexe pour le moment ici, plus ou moins, c'est celle-ci. Donc, Waouh. c'est un réacteur en fait UV. Donc si vous voulez, en fait là il y a 2 parties. C'est une partie donc qui est thermostatée. Ouais, tu peux le prendre si tu veux. Et donc c'est vraiment assez spécifique. C'est pour de l'optique aussi, puisque ici il y a une fenêtre à l'intérieur en quartz pour qu'il y ait une lumière UV qui vienne irradier le produit interne. Et ici aussi il y a des fenêtres pour que le rayon infrarouge puisse prendre la phase vapeur du liquide. Donc c'est assez complexe. Mhm. Et donc il y avait des cotes un petit peu dans tous les sens et surtout là, énormément de tension. Je vous avoue que ça tire dans tous les sens. Eh oui. Et donc pour voir ces tensions-là, Ah. en fait, tout simplement, on utilise ce qu'on appelle un polariscope. Donc c'est cet appareil qui polarise la lumière. Et donc par exemple, vous pouvez voir, donc ça c'est juste un manchon de maintien, hein. Donc si tu peux regarder dans la lunette, vous verrez en fait ici ça fait comme un petit arc-en-ciel de couleurs. Donc l'arc-en-ciel de couleurs, voilà, là on le voit bien. C'est là où sont les tensions. Là c'est vraiment là où sont les tensions et là elles sont quand même assez importantes. Et donc, si on passe ça au four de four, cuisson pendant toute une Ça va nuit, devenir, attendez, je bouche, hop, ça va devenir ça, tout ça simplement. montre que les tensions ont C'est très disparu. régulier, il n'y a Et plus rien. et le verre est beaucoup moins fragile à ce moment-là. Et bah là en fait le verre ne cassera pas tout seul, puisque Ouais. si on laisse les tensions, le verre va casser tout seul. Ah oui, sans À la même fois, qu'on le attention. laisse tomber par À la terre ou qu'on fois- l'impacte. Voilà, tout à fait. Ça devient un choc vraiment interne et pas un choc mécanique. Voilà. Un mot, 1 minute sur... alors, parce que là, on passe à la taille au-dessus, hein, c'est le tour, parce que parfois, vous avez des gros ustensiles, des gros équipements en verre à fabriquer, et là, c'est avec cette machine, c'est plus vous qui tournez à la main, ça tourne tout seul, c'est ça? Tout à fait. En fait, vous m'avez vu constamment tourner à la table, puisque si on ne tourne pas, le verre coule. Ouais. Et donc, par exemple, pour faire ce type de pièces-là, qui font à peu près des diamètres 150, donc 15 cm, je ne peux pas le tenir dans ma main, c'est beaucoup trop gros. Ouais. Donc du coup, en fait, ce qu'on appelle donc un tour, donc là des morts, on serre le tube dans les morts, donc 2 têtes tournantes, donc là il est allumé, tac tac, on le met en route, je vais poser la pièce là, et donc là en fait on peut directement gérer la vitesse de rotation, faire Oui. ce qu'on veut, mais toujours travailler avec le chalumeau, donc avec Et oui. plusieurs chalumeaux. Là fondent beaucoup plus fort souvent, parce que plus c'est gros, plus il y a d'épaisseur, etc. Et donc on souffle toujours et on travaille comme ça, toujours, pour faire des pièces beaucoup plus importantes. Quel très beau métier, c'était un vrai plaisir de vous regarder travailler. On Et aurait voulu rester plaisir des heures partagé. dans cet atelier, Plaisir voir partagé. tout votre savoir-faire. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ce que Léa vient d'expliquer, c'est qu'on va laisser Adrien travailler, mais on va le filmer et la vidéo sera postée ultérieurement pour voir comment ça marche sur cette machine beaucoup plus grosse. Je crois qu'on ne mettra pas le son parce que c'est encore plus bruyant avec ce chalumeau-là. Faire un essai pour voir. Ah oui, oui, pas de problème. Juste pour se casser les oreilles 2 secondes, on va voir à quel point c'est bruyant cet équipement. Encore ça va. Ah oui. Effectivement, là, on s'entend encore moins. Donc là, par exemple, voilà, c'est ce type de flamme-là avec lequel on travaille. Et là, en fait, ce type de flamme-là, moi, étant donné que je suis au gaz naturel, ça chauffe pas assez fort. Il faudrait que je sois au propane. Donc ici, j'ai de l'hydrogène aussi. Donc là, en fait, je vais venir avec un deuxième chalumeau à l'hydrogène en apport. Et donc là, après, là, je vais pouvoir fondre le verre sans problème. Mais c'est plus presque après du ramollissement. Sinon, c'est dans des formes de trous, en fait. Bon, alors on va vous filmer. On rediffusera ça, pas en live du coup, mais sur, on n'entend plus rien.
Bravo, merci beaucoup Adrien pour cette découverte de ce métier formidable. Ah oui, j'allais repartir avec les super lunettes et le look d'enfer que vous m'avez permis d'avoir pour ce live. De John Lennon, ouais. Bonne continuation. Merci bien. Et puis à une prochaine et bravo pour ce que vous faites. J'attrape un autre scientifique au passage dans ce couloir. Il s'agit de Philippe Bazin. Bonjour. Bonjour. Et alors avec vous, ah oui, hop, vous pouvez prendre le micro. Avec vous, on va voir justement à quoi servent ces réalisations sur mesure que fait Adrien pour vous. Je vous suis, on va par où pour aller dans votre laboratoire? Donc on va prendre le couloir et puis on va se diriger vers un autre bâtiment du laboratoire. Je que quelqu'un me... Ah oui, alors Léa a besoin d'une personne parce qu'elle marche à reculons pendant que nous marchons dans le bon sens. Donc si on peut s'assurer que Léa ne tombe pas. Voilà, ça c'est fait, la partie technique. Vous avez une chance pas croyable d'avoir un souffleur de verre à demeure qui est là pour écouter vos besoins pour vos expériences. Ça c'est vrai, en plus on a une chance incroyable d'avoir quelqu'un qui est très très bon techniquement et très passionné par son métier. Et ça c'est important pour nous les chercheurs d'avoir quelqu'un à notre écoute et qui est capable de réaliser même les pièces les plus farfelues qu'on peut imaginer. Et là, c'est vraiment une vraie chance qu'on a dans notre laboratoire. Et alors concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a la queue devant l'atelier d'Adrien pour savoir comment voilà, avoir une pièce. Il a un carnet de commandes. Comment vous interagissez avec lui? Il y a différents types de chercheurs. Donc en fait, il y a deux laboratoires qui utilisent beaucoup la technicité d'Adrien. Donc ouais. Le laboratoire LCMT, qui est un laboratoire de chimie organique. Donc lui travaille beaucoup avec la verrerie pour faire ses préparations. Donc il utilise beaucoup de verre et encaisse beaucoup. Donc ils ont besoin de plus de besoins ponctuels. Et dans notre cas, c'est plutôt des pièces très spécifiques qu'on lui demande sur mesure. Donc là, on travaille en amont et on a plusieurs réunions pour pouvoir réaliser certaines pièces. Et notamment, Léa, viens par la porte. Là, on est en train de passer par dehors. Léa a envie de faire un peu les sentiers de traverse. Hop, attention. Et nous rentrons dans un deuxième bâtiment pour aller dans une partie de votre laboratoire. Parce qu'on va voir très concrètement ce que vous faites et à quoi ça sert le travail de... Sur quoi vous travaillez, vous? Donc, moi, je suis responsable de la plateforme Visio, qui est l'une des 4 plateformes techniques du laboratoire Catalyse et Spectrochimie. Ouais. Donc, qui est une plateforme qui met des outils de caractérisation des matériaux que l'on fabrique ou qu'on reçoit de différents partenaires industriels. Ouais. Donc, ces matériaux qui sont utilisés dans le domaine de la... J'espère que ce n'est pas au 10e étage, hein, sinon Non, ça va devenir un challenge de vous suivre. Non, on est qu'au second étage. Donc des matériaux qui sont soit qui servent dans le domaine de la dépollution, donc pour traiter les polluants, par exemple en dépollution automobile, ouais. ou en pétrochimie, ou pour, par exemple, modifier les produits pétroliers, changer l'indice d'octane, ou enlever certains polluants comme le soufre de certaines coupes pétrolières, ou alors maintenant avec les biocarburants pour enlever l'oxygène, par exemple. Et donc nous, on caractérise ces matériaux-là. Et au laboratoire, dans cette plateforme-là, c'est par spectroscopie infrarouge principalement. Caractériser ces matériaux, ça veut dire voir avec quelles molécules ils interagissent ou non, de quelle manière ils interviennent sur des réactions chimiques? Oui, comme il aide à transformer les polluants. Donc il faut savoir comment le polluant s'accroche sur ce matériau et comment le matériau va l'aider à se transformer. Donc le but, c'est de comprendre cette transformation-là pour, par la suite, pouvoir apporter des solutions meilleures pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Très bien. Alors nous arrivons, nous sommes au bon étage, pas trop essoufflé parce que c'est vrai qu'on vous fait parler en même temps, on crapahute. Moi je suis un grand sportif. Ah ben voilà, bon, on s'est bien trouvé alors, on vous fait donc faire... On arrive, donc on rentre dans la plateforme Visio où les outils d'Adrien sont vraiment très importants pour nous. Donc on est là sur l'un des postes. Ça ce sont des constructions en verre sur lesquelles a travaillé... Adrien, et qui sont faites sur mesure, spécialement pour nous, selon des critères. Le but est de pouvoir, in fine, mettre une molécule sonde ou un polluant et regarder son interaction avec le matériau. D'accord. Et c'est là que ça se passe. Hein. Tout se passe sur une des cellules que fabrique Adrien. Alors c'est ça une cellule. Ce qu'on appelle une cellule, en fait, c'est l'unité de verre dans laquelle toute l'expérience est réalisée. Oui. Donc cette cellule-là permet de mettre l'échantillon à l'intérieur, de pouvoir le traiter à température, puisqu'on peut monter jusqu'à 600-700 degrés selon les cellules, et de pouvoir le mettre sous vide, puisque c'est extrêmement important,
et en même temps laisser passer le rayonnement infrarouge qui est le moyen de caractériser le matériau et donc de regarder un petit peu comment ça interagit. Je peux vous montrer un petit peu comment on passe l'échantillon. Ça veut dire que l'échantillon, là, il est ici, hein. Il est au bout de cette... alors, je ne sais pas si on peut le toucher, ça, c'est fragile ou pas? Et puis on a un verrier à domicile. Oui, c'est ça, on ira le faire réparer par le verrier. Donc c'est cette espèce de grande cuillère, de grande fourchette. Ce qu'on appelle le porte-échantillon. Qui coulisse, et il y a l'échantillon au bout, qui va se retrouver dans le faisceau, dans le rayon laser, qui va caractériser l'échantillon. Oui, et donc il va faire des allers-retours entre la partie basse, dans le rayonnement laser ou infrarouge, dans le four pour pouvoir le traiter à haute température, puisqu'avant de pouvoir ajouter notre polluant, il faut enlever toutes les molécules qui sont déjà accrochées, comme l'eau, comme le CO2 et puis les précurseurs de préparation. Donc là-dedans, vous allez injecter le polluant pour voir comment ça se passe. Oui. Et vous allez aussi utiliser une molécule sonde. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça, une molécule sonde? Alors une molécule sonde, c'est quelque chose qui va nous donner une information sur le matériau. Donc par exemple, dans la dépollution, on a beaucoup de matériaux qui contiennent des métaux précieux. Donc on a besoin de savoir si la taille des particules de métaux précieux qui sont à la surface du matériau. Donc c'est tout petit. Donc pour ça, on ajoute une molécule sonde qui dans ce cas-là va être le monoxyde de carbone. Combien vous avez de molécules sondes pour venir sonder votre matériau? Alors j'ai une armoire avec le nombre. En fait, elles on les sont a là. jamais comptées. C'est ici. Alors, ouvrons l'armoire à molécules sondes. C'est l'une des 3 armoires. D'accord. Donc là, on voit aussi que le verrier est intervenu pour fabriquer là encore, les contenants. Adrien a frappé. Lui et le verrier qui était là juste avant lui, parce qu'il y a des années de travail ici, par le verrier et aussi par les chercheurs pour découvrir ces molécules sondes. Et dans chaque petit ballon, ici, il y a un type de molécule mis en solution, c'est ça? C'est pur. Généralement, c'est que des produits purs. Ce sont des produits purs. Donc l'eau, par exemple, peut être une molécule sonde dans certains cas, mais on peut avoir des alcools, on peut avoir d'autres types de molécules soufrées, deutérées, azotées, et puis tous les types de polluants qu'on peut retrouver. Et alors si on revient à notre machine infernale, la molécule sonde, le petit ballon, on le fixe ici. Oui. Grâce à ce système de tuyauterie, alors ça s'évapore un petit peu, hein. Quelques molécules seulement s'évaporent, arrivent au contact de l'échantillon. Oui. Et alors là, quel est le rôle de la molécule sonde sur l'échantillon? Alors, le rôle de la molécule sonde, enfin nous, notre rôle en tout cas, c'est de la faire s'accrocher. Oui. Et à partir du moment que la molécule est accrochée sur l'échantillon, donc on a un spec, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, hein, peut-être que ça va aider. Donc par exemple, là sur le matériau, là, la signature du matériau, c'est la partie bleue. Donc c'est un peu technique, mais lorsqu'on met une molécule, en plus, on a des choses qui apparaissent, hein, des bandes. Donc par exemple ici, on a le spectre en rouge, quelque chose qui est apparu. Oui. Et donc en fonction de l'intensité de cette bande-là, donc de l'air de cette bande-là, on peut déterminer la quantité de sites d'accrochage des polluants. Et puis en fonction de la position, on peut en déduire la force d'accrochage des polluants. Tout à l'heure, vous m'avez donné une très bonne image, en tout cas que je trouvais très parlante. L'échantillon, imaginons que c'est la planète Terre et la molécule sonde, alors qu'est-ce que ce serait? Oui, alors D'accord, c'est une image. Hein. C'est une image parce que l'échantillon, lui, quand on regarde, il est tout petit, hein, c'est nanométrique, micrométrique, donc c'est vraiment des échelles très petits. Donc on n'imagine pas qu'on arrive à mettre la Terre à l'intérieur de ce flacon, mais imaginons quand même que ce soit la Terre notre matériau. Donc la Terre est quasiment recouverte d'eau, et puis on a des rivières, des fleuves qui circulent sur la Terre. Donc une molécule sonde, ça serait un petit peu comme un bateau avec différentes tailles de bateaux, donc différents types de molécules. Et puis on pourrait sonder un petit peu comment les bateaux, donc ces molécules sondes, arrivent à rentrer dans les rivières. Donc les gros bateaux n'arrivent pas à rentrer dans les petites rivières et les petits arrivent à rentrer un peu partout. Et puis on pourrait aussi regarder comment les bateaux rentrent dans les ports et comment on les accroche. Donc certains sont bien accrochés, d'autres sont mal accrochés. Donc ça pourrait On envoie un paquebot, si on voit qu'il est très vite stoppé, c'est qu'il n'y a que des petites rivières. Oui. Si au contraire ça avance beaucoup, c'est que les rivières sont larges ou qu'on a des océans. Le type de bateau en fonction de la Terre. On peut imaginer qu'il y a une affinité de Terre dans l'univers. C'est ça. Voilà. C'est ce concept de molécules sondes. Vraiment, elles partent sonder un matériau qu'on connaît peu et elles nous disent de quoi il est fait, comment il est constitué. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Alors, on va voir une application pratique. Est-ce que je manipule un petit peu? Ah bah allez-y, allez, Parce que je faites-nous crois une que ça fait démonstration. l'objet d'une des questions, donc ce serait dommage d'y passer. Est-ce que vous me tenez le micro? Je vous le tiens le micro, allons-y. Donc on utilise des aimants qui sont en forme de U. Et donc on prend la partie montée du porte-échantillon assez délicatement, et puis on va le mettre en position haute pour monter l'échantillon. Donc on voit l'échantillon ici. Et on va le mettre sur le crochet, donc je vais essayer de ne pas casser le système. Et voilà. Ah oui. Voilà comment on procède tous les jours. Pour manipuler, puisque tout est à l'intérieur du verre et pas accessible directement, pour le manipuler, il faut les aimants pour pouvoir soulever et faire
tout ce travail de manipulation intérieure. Oui, parce qu'on veut travailler principalement sous vide, donc avoir aucune impureté qui vienne de l'extérieur. Donc il faut vraiment que tout reste étanche, même au moment de la manipulation. Ouais. Donc l'aimantation est importante. Alors c'est très artisanal, hein, au sens pas négatif, mais du coup on se dit que ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on pourrait imaginer automatiser une partie de cette façon de faire? Oui, ben, on est en cours de réalisation de ce système-là et de l'automatiser pour améliorer beaucoup de choses, notamment le fait de ne pas avoir à manipuler en continu cette cellule-là, Ouais. donc le faire de façon automatique via un logiciel. On voudrait un petit peu améliorer la partie four aussi, parce que là on voit bien que c'est quelque chose d'artisanal, donc on a besoin de Ouais. passer à quelque chose de plus commercial et de plus sûr. Et puis d'enlever toute cette petite partie métallique qui reste encore ici. Ouais. Et la difficulté, c'est aussi de mesurer la température de l'échantillon et de glisser à l'intérieur un thermocouple, donc un thermomètre, qui vient de prendre la température ici, alors que le système est en mouvement. Donc on a travaillé avec Adrien et on a réussi à imaginer sur le plan, et la cellule va arriver bientôt dans notre plateforme. Donc C'est on peut du se dire- bricolage, c'est du bricolage génial, avec des recherches archi pointues, mais ça reste du bricolage. C'est plaisant Oui. à regarder. Mais c'est du bricolage, c'est du bon bricolage, on peut le dire quand même. Oui, bien sûr. Donc on peut peut-être regarder un petit peu l'évolution des plans. Allez, Allez. alors grâce à cet écran tactile Donc c'est géant, Oui, donc on travaille avec du PowerPoint, donc c'est encore assez ancien. Donc on va travailler les différentes cellules. Donc on a beaucoup de cellules. Toutes ces cellules-là sont développées au laboratoire, puisque Ouais. commercialement parlant, il y a très peu de cellules qui existent et qui nous conviennent à 100%. Et donc tout ce qui est en verre, encore plus, comme le métier du verre est très peu répandu. Donc c'est très très important pour nous d'avoir un verrier à domicile. Et on ne pourrait pas imaginer tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est une des cellules que Adrien fabrique actuellement, et on espère qu'on va passer au nouveau modèle. Donc on a une partie ici où on est à température ambiante, mais il faut voir que le travail du verrier aussi, c'est de faire des systèmes beaucoup plus complexes pour mettre de l'azote liquide, donc qui tiennent à très basse température, et avec une enceinte sous vide. Donc là, techniquement, pour le verrier, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à réaliser, hein. Mhm. Et on a aussi des systèmes un peu plus hauts. Ouais. Donc là, je dévoile un petit peu la future cellule. Ah oui. Donc visuellement, ça n'a rien à voir, hein, on voit bien. Donc il y a des parties métalliques qu'on ajoute, mais qui ne sont pas en contact de l'échantillon. Et puis il y a tout le travail du verrier qui a été fait. Et puis aussi le travail de design, parce qu'on aime bien faire des choses qui sont assez jolies. Donc c'est pas le dernier design, mais on voit qu'il y a ça. Et puis on a donné un petit nom, donc Pélican, pour rappeler qu'on est à Caen et en Normandie. Donc l'échantillon se retrouve ici, et puis on a toujours le porte-échantillon qui monte et qui descend. Mais au lieu de se faire manuellement, on a ajouté des aimants ici qui sont pilotés par des moteurs. Et donc on a travaillé avec Adrien pour pouvoir rentrer toute cette partie-là dans le four, pour pouvoir passer dans un four de façon assez facile, parce que ce qui n'était pas du tout possible ici. Alors un exemple, hein, parce qu'il y a évidemment de nombreuses applications, mais un exemple très concret, avec ce genre de dispositif, on peut essayer d'améliorer les pots catalytiques, c'est ça? Alors Oui. expliquez-nous de quelle Alors, manière. alors le pot catalytique est une grosse activité, hein, pour nous. Voilà. Donc pourquoi la spectroscopie infrarouge et pourquoi on a besoin? Ouais. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu sur le Ouais. pot catalytique maintenant ou... Ah bah oui, Allez, c'est maintenant. maintenant, hein, là on est... C'est C'est vraiment maintenant ou maintenant. jamais. Donc je pose le micro. Ah, vous voulez que je vous le tienne maintenant, il Oui, n'y a pas de problème. J'ai besoin de deux mains. Donc ça c'est un pot catalytique, il est assez ancien, hein, parce qu'il a déjà été utilisé sur un véhicule. Donc c'est sur un véhicule essence. Et donc le pot catalytique, c'est ça. Donc on a très peu la chance d'en avoir un ouvert. Donc ça c'est la phase active du pot catalytique. Ouais. Donc un côté qui est un peu détérioré et puis un côté qui est assez bon. Et donc en fait on a plein de petits canaux sur le pot catalytique où on dépose notre matériau qui est notre catalyseur qui permet de transformer les polluants en produits moins toxiques. Donc par exemple les oxydes d'azote en azote, le monoxyde de carbone en CO2 et puis les hydrocarbures en CO2 plus H2O. Une structure en nid d'abeille. Une structure en nid d'abeille. Donc voilà, donc ça c'est posé à l'intérieur. Et nous ce qu'on veut savoir c'est comment le matériau fonctionne, donc comment il accroche les polluants et comment il les transforme. Donc en gros remonter au mécanisme réactionnel. Donc, C'est amusant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on utilise des pots catalytiques, on sait qu'ils marchent, mais en fait ça reste une boîte noire. On ne sait pas exactement quelles sont les réactions chimiques et comment les catalyseurs interviennent dans les réactions. On ne peut pas dire que c'est vraiment une boîte noire parce que ça fait quand même des années qu'on travaille dessus. Ouais. Et donc la boîte est de moins en moins noire. Mais il Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre parce que ça évolue, parce que la réglementation évolue, parce que les normes anti-pollution évoluent. Si je prends l'exemple par exemple des métaux précieux, parce qu'ils sont assez importants à l'intérieur, il y a des tensions sur les pays de production du platine. On aimerait bien en mettre un peu moins, ça coûte un peu moins cher le pot catalytique, c'est quasiment la moitié du prix. Donc pour en mettre moins, on va tester des matériaux qui fonctionnent aussi bien, mais avec beaucoup
ça. Ça, Oui. c'est le petit pot catalytique. Oui, Oui, je me déplace en même temps, donc Oui, oui. je vais arrêter. Donc ça, c'est le pot catalytique. Tout le monde tout le monde aura a compris. reconnu. Ouais. Donc je pose ici, il risque plus rien maintenant. Donc voilà, donc le pot catalytique, il y a nos polluants qui arrivent ici, puis on a cette petite boîte noire qui est de moins en moins noire, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu grise foncé. Et puis à la fin, on a les produits. Et puis avec des systèmes d'analyse, on est capable de déterminer l'efficacité d'un matériau qu'on fabrique ici ou avec des constructeurs automobiles avec qui sont nos partenaires. Donc à partir de cette réaction-là, donc les conversions, les produits, on est capable de remonter à une partie du mécanisme. Mais si on veut vraiment l'améliorer, il faut améliorer les connaissances de ce mécanisme-là. Et nous, là, ce qu'on a décidé de faire au laboratoire depuis une vingtaine d'années, c'est de rajouter le rayonnement dans des réacteurs qui peuvent être faits en métal ou en verre selon les besoins de l'expérience. Et donc, l'infrarouge permet de reconnaître comment les molécules sont absorbées et quel type de molécules sont absorbées. Donc, on a plus d'intermédiaires réactionnels connus et donc on peut remonter plus facilement à des améliorations potentielles. Et c'est ce qu'on nous demande de faire et c'est la raison de vivre des chercheurs dans le laboratoire. Avec une jolie collection de boules à neige, je ne sais pas si le verrier a contribué, si Adrien a participé à cette... Non, parce que pour mériter de mettre une boule à neige ici, il faut avoir voyagé à l'extérieur dans un congrès. Donc on espère qu'Adrien pourra le faire peut-être et présenter ses cellules dans des congrès, peut-être du verrier, mais ils seront peut-être que 250. Donc il y a une boule à neige par congrès, on voit Il y l'activité avait, mais du comme labo. les étagères sont pleines, on incite les chercheurs à ne plus sortir du laboratoire pour éviter de compléter la C'est collection. bien, très bien. Merci beaucoup Philippe Bazin de nous avoir fait découvrir tous les secrets du laboratoire jusqu'aux boules à neige. L'heure est venue de vous poser les fameuses 3 questions de notre quiz pour gagner, alors vous l'avez compris, un exemplaire de carnet de sciences, le dernier carnet de sciences numéro 5 disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez gagner donc ce carnet de sciences édité aux éditions CNRS, mais aussi la petite structure fabriquée par notre souffleur de verre extraordinaire, Adrien, que nous avons rencontré. Voici donc les 3 questions. Combien de formations existe-t-il en France pour devenir souffleur de verre scientifique? Alors il y a eu un petit litige, alors vous pouvez répondre, voilà, on acceptera 2 réponses puisque 2 réponses ont été données dans ce Facebook Live. Deuxième question, quel est le composant principal du verre borosilicate? Nous en avons parlé également et là-dessus il n'y avait pas de doute. Et troisième et dernière question, quel outil utilise le chercheur pour déplacer le porte-échantillon dans la cellule que nous avons vue tout à l'heure? Et d'ailleurs, le chercheur en question, Philippe Bazin, m'a rappelé à l'ordre en me disant on n'a pas encore fait la démonstration pour que vous resituiez à quel moment a eu lieu cette démonstration. Un grand merci à nos intervenants pour ce Facebook Live. C'était un plaisir de les suivre ici dans ce laboratoire à Caen. Merci aussi à l'équipe du CNRS, Léa Bello, Cécile Bruckmann, Nathalie Lambert et Magali Tancé. Et puis, je le disais, à l'équipe du laboratoire. N'oubliez pas, si vous voulez revoir tout en partie ce Facebook Live, il est disponible sur YouTube, sur Facebook, si vous voulez revoir une partie ou l'intégralité de ce Facebook Live. Je dois vous rajouter quoi, Léa? Je n'entends pas bien. Et oui, bien sûr, notre partenaire France 3 Normandie, qu'on remercie également chaleureusement. Voilà, on a eu un petit souci de logo, mais on est très content d'avoir été partenaire avec eux et qu'ils nous aient accompagnés sur ce live. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live du CNRS.